À la fin des années 50 et au début des années 60, on assiste au Japon à une passation entre générations de réalisateurs. Dans l'ancienne génération, Mizoguchi meurt en 1956, après avoir réalisé La Rue de la Honte. Et Ozu réalise ses derniers films, finissant sa carrière avec Le Goût du saké en 1962. Kurosawa et Kobayashi sortent leurs classiques, Rashomon, Le Château de l'Araignée pour l'un, Harakiri, La condition humaine pour l'autre. A l'instar de la France, le terme nouvelle vague serait utilisé pour désigner la nouvelle génération. Débutant dans les grandes sociétés, transformant des commandes de films de genre en films plus personnels tout en affirmant leur soif d'indépendance. Ces nouveaux cinéastes ont commencé à changer le langage du cinéma et vont se rebeller contre la censure, n'hésitant pas à évoquer les violences sexuelles, la jeunesse, la délinquance ou le radicalisme en réponse aux troubles sociaux et psychologiques dus à la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement oblige la fusion des entreprises, incluant le cinéma. On se retrouve donc avec 3 sociétés, la Toho, la Shoshiku et la Dai. La Nikatsu étant une plus petite entreprise, elle décide de fusionner avec la Dai. Elle s'occupe dorénavant de la distribution de films étrangers au Japon. Avec le succès des films américains sur le territoire, elle reprend la production en 1954, en faisant construire de nouveaux studios en banlieue de Tokyo. Petit hic, en 1953, les majors ont établi un accord entre elles. L'accord stipule que si les acteurs, réalisateurs et scénaristes signent un contrat avec une autre société sans l'autorisation de la leur, plus personne ne les emploie. Cela va compliquer le recrutement du retour de la Nikatsu. Mais un homme important qui n'avait pas pu faire ses preuves jusqu'alors va rejoindre la compagnie, Yuzo Kawashima. Yuzo Kawashima débute sa carrière en intégrant la Shoshiku en 1940. Il tourne pendant la guerre son premier film, Kaete Kita Otoko. Hélas, le film sera un échec critique et commercial. Refroidi par la réception de son film, il se tourne vers la réalisation de Program Pictures, mettant en scène des comiques et des chanteurs. Mal vu par la profession, ses productions lui permettent de comprendre la folie et la vulgarité de son époque. Après avoir également travaillé dans l'ombre d'Ozu et de Kinoshita, il réalise des films de commande avec plus ou moins de succès. Malgré ça, il a du mal à imposer sa vision au sein de la Shoshiku. Il rejoint donc la Nikatsu en 1954. Lui permettant de se concentrer sur des sujets plus sérieux. Il réalise la satire à succès Le Poids de l'amour en 1955, mais surtout Le Paradis de Suzaki en 1956, qui peut être considéré comme une anticipation de la nouvelle vague. C'est l'histoire d'un couple en fuite qui se sépare et se cherche aux abords du quartier des plaisirs. Le film nous présente surtout le rapport de crise entre le japonais et la reconstruction des quartiers de Tokyo d'après-guerre. Il décède en 1963 à seulement 45 ans d'une embolie pulmonaire, après une soirée arrosée. N'ayant pas pu découvrir son héritage sur le cinéma japonais, il y a joué un rôle clé dans les préoccupations des cinéastes de la nouvelle vague. Au milieu des années 50, la délinquance juvénile est devenue une inquiétude majeure dans les plus grands pays du monde. Les blousons noirs en France, les Teddy Boys au Royaume-Uni et les Taiyozoku au Japon. Les Taiyozoku représentent le cauchemar du gouvernement japonais conservateur de cette époque. Ce sont des jeunes hommes riches, s'ennuyant et avec aucune morale, caractérisés par des parents absents, une soif de loisirs, d'argent et de sexe à outrance. Ils sont représentés pour la première fois dans les livres de Shintaro Ishihara. Ces personnages, de jeunes délinquants, deviennent les héros du mouvement portant leur nom, le Taiyozoku. Très rapidement, ces histoires sont adaptées en film par la Nikatsu, qui veulent répondre à l'équivalent hollywoodien qui, avec les films de James Dean et Marlon Brando, s'accapare le jeune public japonais. C'est un succès, et les autres studios prennent le train en marche, ce qui engendre une série de films survoltés sur une jeunesse sans repère voulant oublier la dureté de l'après-guerre. Le seul film de ce mouvement à arriver chez nous est Passion juvénile, souligné par Truffaut dans un article des Cahiers du cinéma. Il arrive à voir le changement s'opérant au sein du cinéma japonais, tant bien dans les propos tenus que dans leur méthode de travail. La mise en scène est admirable d'invention et de non-conformisme. Presque tous les raccords sont faux, tout simplement parce que les plans se suivent et ne se ressemblent pas. C'est une mise en scène manifestement improvisée, pleine d'idées imprévisibles avant le tournage, et si évidemment spontanée que l'on ne saurait les indiquer sur le script.
Même s'il est impactant, ce mouvement ne vivra pas longtemps, puisqu'Oshima y propose une fin en 1960 avec La Tombe du Soleil, pour se diriger vers autre chose. Justement l'année 1960. C'est ici que démarre vraiment le mouvement, souvent appelé la nouvelle vague Shoshiku, car c'est dans ce studio que va commencer le cœur du mouvement, avec 3 films de 3 réalisateurs sortis en 3 mois. En juin, Conte cruel de la jeunesse d'Oshima, sorti avant La Tombe du Soleil. En juillet, Bon à rien de Yoshida. Et en août, Le lac asséché de Shinoda. Mais alors pourquoi eux, et pourquoi à ce moment précis ? Eh bien à la fin des années 50 et au début des années 60, la société japonaise avait déjà beaucoup changé, avec une ouverture pour les intellectuels à la culture étrangère, avec notamment les idées de l'intelligentsia de gauche française, qui va les influencer. La jeunesse japonaise ne peut plus supporter la présence militaire américaine, consolidée par un gouvernement favorable à cette situation. Elle se soulève et les étudiants gauchistes, les syndicats et les partis socialistes et communistes s'unissent pour faire front. Ces manifestations évoluent en affrontements violents avec la police. Ces tentatives de rébellion tombent à l'eau quand le pacte de sécurité américano-japonais est renouvelé en janvier 1960, suite à la trahison du parti communiste qui trouvait les étudiants trop extrémistes. Malgré cet échec, un esprit de contestation est né au sein du peuple japonais. Au sein de la Shoshiku, de jeunes scénaristes et assistants nés dans les années 30 attendent leurs heures. Ils fondent même une revue pour critiquer l'académisme de leurs maîtres comme Ozu et Kinoshita, déclarant plutôt un réel amour pour Godard, Resnais, Antonioni et tout le cinéma européen, plus moderne, plus politique, tout simplement plus dans l'air du temps. La Shoshiku, après des échecs au box-office, sent le vent tourner en faveur de la jeunesse et décida donc de les laisser passer à la réalisation. Nagisa Oshima est de par ses choix radicaux le plus important. Il s'intéresse à la politique depuis qu'il est jeune et devient rapidement un militant au sein d'une association étudiante gauchiste. Pas forcément cinéphile à l'époque, il profite d'un programme de la Shoshiku d'initiation au métier d'assistant réalisateur. Pendant qu'il fait ses armes d'assistanat, il décide de commencer dans le même temps la critique de cinéma. En 1958, il expose donc sa vision du Japon et du cinéma dans un essai où il souligne le traditionnalisme du pays et condamne la mentalité xénophobe et antidémocratique qui en découle. Il voit alors dans le cinéma un véritable vecteur capable de changer ça. Ainsi, il dénonce le versant humaniste du cinéma japonais, qui est bien trop dépendant aux traditions qu'il critique. Enfin, il prône une lutte permanente contre une société répressive et réactionnaire. Il sort donc en 1959 son premier film, La ville de l'amour et de l'espoir. Un drame réaliste sur une amitié entre un vendeur pauvre et une fille riche. Et c'est déjà le début des conflits avec la Shoshiku, qui lui reproche sa fin pessimiste sur un possible rapprochement entre pauvres et riches. S'ensuit donc 1960, avec Conte cruel de la jeunesse, un film ayant comme référence principale À bout de souffle de Godard, présentant un couple de jeunes extorquant de l'argent à des automobilistes, défiant les adultes qu'ils réprouvent, et qui rappelle La fureur de vivre de Nicolas Ray, sorti quelques années plus tôt, mais avec une vision plus sombre et moins romantique. Malgré le scandale, le film est un énorme jackpot pour la Shoshiku, et on découvre surtout une écriture nouvelle, créative, et un montage moderne, voire révolutionnaire pour l'époque. Ce succès permet à Oshima de réaliser dans la même année La Tombe du Soleil, qu'on a déjà évoqué, le testament des Taiyozoku, mais surtout Nuit et brouillard au Japon. Le titre faisant hommage aux Nuits et brouillard d'Alain Resnais. Ce film est son œuvre totale sur sa vision politique et personnelle du Japon, avec une déconstruction de la narration, et avec, comme thème, les manifestations de 1959, donc le pacte américano-japonais évoqué plus tôt. Mais aussi ses propres débuts en tant que militant. Il critique le parti communiste japonais. Film révolutionnaire dans les idées, mais aussi dans sa structure, avec des plans séquences complexes et une abondance de dialogue. Pour la Shoshiku, c'est le choc. Le président Shiro Kido ne peut laisser passer ça, d'autant plus que pendant la sortie du film, le président du parti socialiste japonais est assassiné. Le film est donc retiré des salles après seulement 4 jours, avec comme prétexte la crainte d'une instabilité sociale. Oshima est furieux, et dénonce la lâcheté de ses employeurs, et quitte alors la Shoshiku pour fonder sa première compagnie indépendante, la Sozosha, et ainsi jouir d'une plus grande liberté. Yoshida est le deuxième réal à faire parler de lui au sein de la Shoshiku, aux côtés d'Oshima. Ils partagent d'ailleurs leur vision du cinéma. Yoshida est considéré comme l'intellectuel de la bande après avoir étudié la littérature française, notamment Sartre et Simone de Beauvoir. Il porte un regard assez critique sur l'état du cinéma actuel, le trouvant figé et traitant toujours des mêmes thématiques dépassées.
comme Oshima, il est influencé par Godard pour son premier film Bon à rien, qui est un conte cruel de la jeunesse bis, mais en moins abouti. En 1962, il signe son meilleur film, La source thermale d'Akitsu, qui est une métaphore de l'histoire du Japon d'après-guerre, à travers une rencontre amoureuse hasardeuse. Une série d'échecs commerciaux couplée à une liberté d'expression bridée par la Shoshiku l'entraîne à quitter le studio. Quant à Masahiro Shinoda, il était plus éloigné d'Oshima et de Yoshida. Contrairement à eux, il est influencé par Ozu et Mizoguchi qu'il admire. Il a un sens de la révolution moins marqué et une recherche d'un certain esthétisme qui lui est propre. Le lac a séché sera sa participation au déclenchement du mouvement de l'été 1960. Son style formaliste se développera au fil du temps, jusqu'en 1964, où il atteindra son climax, avec Fleur pâle. Il rend hommage à Mizoguchi autant dans la forme que dans le fond. Le film traite d'un cérémonial yakuza de manière dramatique et théâtrale, qui vient rappeler l'univers des samouraïs. Le film sortira avec 9 mois de retard car considéré comme anarchiste par le scénariste. C'est ce type d'incident qui va provoquer le départ de Shinoda de la Shoshiku en 1965 pour fonder sa compagnie. Pendant cette révolution à la Shoshiku, la Nikkatsu n'était pas en reste avec l'émergence de 2 réalisateurs affiliés au mouvement. Shohei Imamura, ancien assistant d'Ozu auprès duquel il considère qu'il n'a rien appris, son cinéma est surtout influencé par Kawashima évoqué plus tôt. Il débute en 1958 avec 2 films annonciateurs de ses futures thématiques, Désir volé et Désir inassouvi. Mais c'est en 1961 qu'il signe son premier film important, Cochon et cuirassé. C'est le premier où il applique son idée principale, marier 2 problèmes, la partie inférieure du corps humain et la partie inférieure de la structure sociale. Le film décrit le portrait d'une prostituée vivant avec un escroc aux abords d'une base américaine, avec comme climax une bataille de gangsters au milieu de porcs échappés de camions. Le film est une critique de l'américanisation du Japon, et il n'hésite pas à comparer les Japonais occidentalisés à des porcs. C'est le début de ces métaphores animalières qu'il continuera dans La femme insecte en 1963 et L'anguille en 1997. À travers ses films, Imamura n'hésite pas à briser des tabous au Japon, en présentant le désir brimé de la femme, notamment de femmes violées, par exemple dans Désir meurtrier, qui reprend toutes ses thématiques précédentes dans l'exploration de l'inconscient d'une épouse violée. En 1965, tout en continuant sa collaboration avec la Nikkatsu, il décide de créer sa société de production, la Imamura Productions. Après l'échec cuisant de son film Profond désir des dieux en 1968, il sera contraint de quitter définitivement la Nikkatsu, avant de partir vers de longues années de télévision, étant au plus bas financièrement. Le deuxième réalisateur représentant la nouvelle vague au sein de la Nikkatsu est Seijun Suzuki. Arrivé dès 1954, il réalise divers films de genre, mais c'est en 1960 qu'il réalise son premier film personnel, La barrière de la chair, où l'audace sexuelle et amorale fera alors scandale. Considéré comme réalisateur de série B, à cause de son utilisation d'un humour absurde, d'une mise en scène surréaliste et de ses expérimentations visuelles déconcertantes, il est bien souvent menacé par ses producteurs, avec des restrictions imposées, comme le choix du noir et blanc pour Élégie de la bagarre en 1966. Cependant, tout au long des années 60, il connaît un succès public, surtout cinéphile, équivalent à celui d'Oshima. Mais la Nikkatsu, conservatrice et voulant produire des œuvres plus formatées, a de plus en plus de mal à supporter l'audace de Suzuki. En 1967, avec la sortie de La marque du tueur, une parodie de film de Yakuza où Suzuki ne respecte aucune règle du genre, c'en est trop pour le président de la Nikkatsu, qui déclare que ces films sont incompréhensibles pour le public, ce qui est synonyme de renvoi, suivi d'un long silence de 10 années sans film, car aucune compagnie n'accepte de le prendre suite à ça. Que retient-on ? Est-ce qu'on peut considérer la Nikkatsu comme précurseur de la nouvelle vague avec le Taiyozoku ? Eh bien pas vraiment. Même si tout part en son sein, c'est plus dû au fait qu'elle fut en crise économique avant les autres studios qui la poussent à prendre des risques à moindre coût. La compétition cinéma-télé, depuis son arrivée en 1953, va pousser les autres studios à suivre ce raisonnement, en abordant de nouvelles thématiques, après avoir échoué avec des innovations techniques, comme les cinémascopes et le 70 mm. Ces thématiques, comme souvent, sont le mariage du sexe et de la violence. La nouvelle vague est donc, avant tout, une opportunité économique pour les studios, avec pour but de capitaliser sur un nouveau public. C'est toute une nouvelle génération de réals qui a pu profiter de ce contexte pour défendre leur vision et proposer une nouvelle façon de faire des films tout en propageant leurs idées politiques et sociales. Ce paradoxe entre les studios conservateurs et leurs réals progressistes est nouveau dans l'industrie du cinéma à l'international. C'est comme si Godard était obligé de travailler avec un producteur hollywoodien pour sortir son film, et en sachant qu'il rapporterait gros, le studio lui laisserait carte blanche. D'un côté, nous avons un artiste engagé, et de l'autre, une entreprise capitaliste, qui trouvent tous les deux leur compte, malgré 2 idées fondamentalement opposées.
Évidemment, cela ne pouvait pas durer, et tous les réalisateurs quittent un à un les studios, après avoir enfin compris qu'ils pouvaient faire des films sans eux. La différence et la force de la nouvelle vague japonaise ne résident pas dans le mouvement en tant que tel, mais dans l'évolution qu'elle a permise au sein de l'industrie. Elle a alors débloqué le cinéma japonais, qui était inscrit dans un système vieillot. On le remarque en regardant les statistiques. En 1959, 500 films sortent pour un seul film indépendant, alors qu'en 1965, 50% des productions sont indépendantes.寄せばよかった寄せばよかったけれど恋は知らずに燃えてしまうものだよ白い小指ためらいながらかませ未練心打ち明けたお前雨は降る降る部屋の中にも胸にもいつか来そうな別れを告げて心一つ傘は二つに離れて会えば夜はつかの間に過ぎる雨は降る降る遠く消えてく背中といつか来そうな別れを濡らす寄せばよかった